Aujourd'hui, je reçois Raja Moussadik, plus connu sous le pseudonyme Raja Wa. Tu l'as deviné, Wa comme Moitivé, le label qui a signé des groupes comme Section d'Assaut ou Catcus. Son mantra, le No Limit. Et si Raja est aujourd'hui considéré comme un des piliers de ce label, c'est pas pour rien. Au-delà de son parcours, ce qu'on ressent dans son discours, c'est sa profonde bienveillance et sa générosité. De Sciences Po au rap français, en passant par la gestion des jeunes talents, c'est maintenant sur Artisan d'Esprit. Écoute pas les conseils des gens, écoute leur histoire. On commence avec le rituel. Comment va ton cœur? Il va très bien, je te remercie. C'est une question qui est vraiment intéressante. C'est la première fois de ma vie qu'on me pose une telle question. Ouais. Et ouais, c'est vraiment pertinent. Bah, Donc je te remercie Bah, de me avec poser plaisir. cette question. Et effectivement, il va très bien. Il est plein d'entrain et d'énergie pour cette année 2021. Cool. Est-ce qu'elle commence bien l'année 2021 pour toi? Elle commence avec beaucoup d'entrain. Oui, elle commence très bien. Bah super. Mieux que 2020. Tant mieux, je te le souhaite pendant toute l'année 2021 et toutes les années à venir. C'est vrai, Ouais. c'est gentil. Je te le souhaite au centuple. Ah, c'est gentil. C'était qui Raja, la petite Raja quand elle était jeune? Tu peux nous parler un peu d'elle? Bah, elle est toujours jeune, donc c'est la Raja de quel âge? Pour moi. La Raja enfant. Ado, La Raja- enfant, ado. Enfant, ado. Bon, je vais pas parler de moi à la troisième personne parce que c'est un peu trop pédant et je ne suis pas Alain Delon. Mais du coup, j'étais une enfant, je pense, très calme, plutôt calme, mais qui, dans le cadre familial, a toujours été très extravertie, dans le sens où tu sais, je suis vraiment l'enfant qui est là, qui se sent investi de la mission de faire rire ses proches et de rendre heureux son cercle premier. Et voilà, vraiment pendant très très longtemps et jusqu'à aujourd'hui, je me suis toujours sentie investie de cette mission. Pour moi, c'est hyper important que mes proches soient heureux et du coup, ça a forgé mon caractère dans le sens où j'ai toujours cherché à rendre fiers, donc heureux, mes parents, mes frères et sœurs, mes amis. Et du coup, à travers tout plein de moyens. Et les parents, en général, ils sont fiers de toi quand tu as des bonnes notes. Donc j'ai toujours tout fait pour être une élève studieuse, ne jamais avoir d'heures de colle, etc. etc. Et je me suis aussi beaucoup épanouie à travers le théâtre parce que j'ai fait du théâtre entre 9 ans et 20 ans. Et donc j'avais intégré le conservatoire de ma ville et du coup on faisait des spectacles tous les ans. À cela c'était ajouté les classes de théâtre que tu peux faire au collège et tout. Donc comme c'était un petit peu les seuls endroits, le conservatoire avec la bibliothèque où j'avais le droit d'aller. J'ai grandi avec une maman très conservatrice et qui faisait très attention au fait que je n'ai pas de mauvaise fréquentation. Tu sais, beaucoup de craintes des parents quand ils élèvent un enfant en banlieue notamment. Et donc du coup, j'avais le droit d'aller qu'au conservatoire et à la bibliothèque. Donc c'était mes exutoires et j'y prenais beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Et je pense que ça m'a permis de forger mon caractère et ça m'a beaucoup appris sur la façon dont il fallait s'exprimer, sur la curiosité du coup, apprendre à comprendre plutôt qu'à juger au maximum et voilà. Et comment ça t'est venu le fait de se dire ok, je vais prendre le temps de comprendre? Ça vient pas tout de suite, hein. Ça vient pas tout de suite, c'est avec, comment dire. Parce qu'il y en a, ça vient jamais, on va pas se mentir, tu vois. Non. Après, franchement, je pense qu'on a tous nos moments. Il y a des périodes où on a la tête dans le guidon et on n'a pas le recul nécessaire, où on n'a pas les clés ou les armes nécessaires pour pouvoir comprendre. Et tu sais, on n'a pas tous la chance de grandir dans un environnement équilibré, stable, qui te donne des clés, même si tu es en banlieue, même si tu as quelques freins dans la vie.
tu as quand même un cadre qui te permet de grandir et de t'épanouir. Et c'est pas le cas pour tous. Du coup, quand toi, tu pars avec un frein, il y en a qui partent sans roue. Donc, entre guillemets, parfois, tu vas avancer plus vite en quelque sorte, ou tu vas analyser plus rapidement certaines situations et tu vas même t'éviter quelques ennuis. Mais c'est parce que dès le début, tu es déjà mieux armé. Donc il y a une sorte d'injustice face à la façon dont on nous forme pour appréhender la vie et ses travers et ses risques. Mais ce qui est beau quand même dans la vie, c'est que malgré tous ces handicaps, certains s'en sortent très bien et mieux que des personnes qui ont déjà toutes les clés. Sans non plus trop rentrer dans une vision manichéenne du bien et du mal, dans le sens où finalement, et de plus en plus aujourd'hui, je me rends compte que même ces personnes qui, pendant longtemps, on a pu fantasmer leur vie en se disant « oui, mais eux, ils ont tout, oui, mais ils ont le réseau, oui, mais ils ont les connaissances, etc. » Ouais, mais en fait, ils ont aussi d'autres handicaps très lourds qui, pendant qu'on pense qu'ils sont très bien construits parce qu'ils ont le confort matériel et intellectuel pour réussir, je mets avec des guillemets, c'est réussir au sens réussite promue par la société, promue par la société, etc., matériel, professionnel, mais pour autant, ils ont des fêlures et des cassures internes qui en font des êtres humains et des adultes beaucoup moins épanouis que toi, avec tout ton background et tout ce que tu prenais pour des freins et qui se sont en réalité transformés en moteur. Bien sûr, je suis totalement d'accord. J'ai déjà moi en tant que personne, je l'ai vécu aussi. Au début, on a l'impression de partir avec, comme tu l'as dit, avec des freins, parfois même pas de roues ou même pire que ça. Et puis c'est aussi soit tu prends la décision d'avancer quoi qu'il arrive, ou soit tu restes et tu te mets dans une posture un petit peu de victime. Et si tu prends la première option, effectivement, avec du recul déjà, non seulement tu es fier de toi, et aussi tu te rends compte que tu es capable de faire beaucoup de choses. Et c'est ça aussi. Je voulais juste revenir un petit peu sur la partie théâtre. Comment t'es arrivé comment t'es rentré dans le théâtre et qu'est-ce qui t'a le plus plu justement? Donc j'avais 9 ans. En fait, avant, je m'étais un peu essayée au violoncelle, au solfège, d'abord à la danse. J'étais hyper nulle. Du coup, ma mère m'a réorientée à chaque fois par défaut. Et puis comme j'aimais beaucoup rigoler, faire des personnages, etc. chez moi, je crois que c'était une cousine qui avait conseillé à ma mère, qui lui avait dit tu devrais l'inscrire au théâtre. Et il y avait une professeure qui s'appelle Claudia Amand, qui donnait des cours donc au conservatoire de la ville. Et finalement, moi et tout un tas d'autres personnes, on s'est inscrits à peu près à la même période. Et on est restés ensemble jusqu'à la vingtaine, et certains continuent encore, avec cette professeure. Donc, on a pu faire le Festival d'Avignon, etc. Enfin, c'était incroyable. Donc, ça a été une expérience très, 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 très riche. Et moi, par manque de temps, j'ai dû arrêter. Mais c'était franchement génial. Et ça t'a enseigné quoi ? Ça m'a enseigné beaucoup de choses. Déjà... comment, entre guillemets, m'exprimer en public, surmonter la timidité qu'on peut ressentir lorsqu'on prend la parole devant un auditoire. Ça m'a appris à me poser, à calmer ma voix, ça m'a appris à respirer. Ça m'a aussi appris donc, à m'exprimer tout court, à mettre les bons temps et la bonne ponctuation avec les bonnes émotions. Et enfin, ça m'a surtout permis de m'amuser, de rigoler, de transcender mon énergie en me mettant dans la peau de personnages fictifs. Et ça m'a donné un vrai sentiment de liberté. Et ça m'a fait voyager dans le temps, quand tu reprends des pièces écrites par Shakespeare, Molière, etc. Tu voyages forcément, et c'était top. Et est-ce que tu as une anecdote, genre ton meilleur souvenir, ou un de tes meilleurs souvenirs ?
Un de mes meilleurs souvenirs, bah ça va être l'expérience au Festival d'Avignon, parce que du coup, t'es mélangé à 1 milliard d'autres acteurs. La journée, il faut que tu tractes pour que les gens puissent venir à ton spectacle. Et ça a été une très, très, très belle expérience. Super. Et t'avais quel âge à ce moment-là? Le Festival d'Avignon, je crois que j'avais 17 ans. Je devais avoir 17 ans, ouais. C'est cool. Ouais, c'était Belle expérience. génial. J'ai eu une toute petite expérience théâtrale et c'était au lycée parce que je me souviens, il y avait un prof qui était venu et qui nous avait dit ouais, pendant 3 jours, je vais donner des cours, est-ce qu'il y a des volontaires? Naturellement, j'ai levé la main, tu t'en doutes, c'était pas pour y aller, mais c'était pour esquiver les cours, tu vois. Mais j'ai été agréablement surpris par sa méthode et par l'expérience en soi. Et par contre, il y a un truc aussi qui a fait que j'ai pas désiré continuer parce qu'il y avait aussi ce... Tu sais, t'es au lycée, t'as des croyances, t'as pas envie de... T'as l'impression que le théâtre, c'est pas pour toi, ça fait pas partie de ta culture et t'as pas envie de rentrer dans ça parce que tu vas te faire vanner ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que j'avais pas décidé de continuer malheureusement, mais ça reste une belle expérience. Et je pense qu'aujourd'hui, si j'ai l'occasion, je m'inscrirai au théâtre. Bah, bien sûr. En fait, ce que tu soulèves avec ce que tu viens de dire, c'est le poids de l'autocensure et des barrières qu'on se met et qu'on s'impose. Peut-être que moi, j'ai pas pensé à ça parce que j'ai été inscrite par mes parents assez tôt, à 9 ans. Il y a quand même des questions que tu te poses pas encore qui viennent au moment de l'adolescence. Et du coup, étant donné que j'avais 9 ans et qu'il y avait des plus grands et que ces plus grands, je les trouvais cool, bah, je trouvais ça quand même cool d'en faire. Et puis en fait, c'était, comme je t'avais dit, l'un des seuls lieux où j'avais le droit d'aller. Donc il était hors de question que je me retire, que je me retire ça. Bah, rien que pour ça, bravo déjà. Merci. Maintenant, on va passer un peu à la période post-bac. Tu as fait Sciences Po. La première question, c'est comment tu as connu Sciences Po déjà? Alors, j'ai connu Sciences Po quand j'étais au collège parce que le programme qui a été mis en place par Richard Descoings en 2001, mon frère, qui a 6 ans de plus que moi, donc le plus grand de mes frères, avait participé un petit peu à tout le process, mais il n'avait pas pu aller au bout parce que pour, entre guillemets, passer devant le jury de Sciences Po, il fallait avoir le bac du premier coup. Et donc lui, il avait réussi à passer le premier oral devant, tu sais, des professeurs de son lycée et des gens de la ville. Après cette étape-là, il faut avoir son bac du premier coup. Et ensuite, tu passes devant un jury de professionnels de Sciences Po ou autres. Et du coup, comme lui, il n'avait pas eu au premier coup, donc au rattrapage, il n'a pas pu passer cette deuxième étape. Mais déjà à ce moment-là, en gros, j'en ai entendu parler à ce moment-là. Ensuite, quand j'ai été en seconde, j'avais un prof d'histoire qui très vite m'a dit ça serait intéressant que l'année prochaine tu suives le module Sciences Po, ça pourrait peut-être te plaire. Et c'est un module qui est effectif, entre guillemets, qu'à partir de la terminale, mais en première, tu pouvais y participer. Et il n'y avait pas grand monde qui y participait, étant donné que ça te rajoutait 2 heures de cours. Mais moi, je m'étais dit, si je vais y participer, ça peut être intéressant. Et à ce moment-là, tu savais ce que tu voulais faire dans la vie ou pas? Et non. Et du coup, comme je ne savais pas ce que je voulais faire, je me suis dit, c'est le meilleur moyen, entre guillemets, de me laisser encore un peu le choix. J'ai vraiment fait mes études en essayant de repousser au maximum la date fatidique où il fallait faire un choix. Et comme je travaillais beaucoup pour avoir de bons résultats et j'étais très studieuse, j'avais quand même le choix. Donc je faisais tout, entre guillemets, pour avoir le choix. Et j'arrivais pas à me décider. Donc j'ai fait ES parce qu'on m'avait dit que justement ça laissait plus d'opportunités économiques et sociales. Et du coup, Sciences Po, c'est l'école où finalement c'est très généraliste et tu te spécialises réellement qu'en master. Ouais. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai tout donné pour aller dans cette école. Et il y avait un autre point qui, entre guillemets, a quadruplé ma motivation pour intégrer cette école. C'était le fait de faire une année à l'étranger. Et je me disais, waouh, partir dans le cadre de l'école pendant 1 an à l'étranger, il
faut que j'intègre cette école. Il n'y a pas le choix. Parce que passer du j'ai le droit, entre guillemets, j'ai le droit que je ne suis permis que d'aller à la bibliothèque. Ouais, exactement. On est en quête de liberté. Hein. Mais dans une liberté cadrée. Toujours. Mais ça forge, c'est bien. Oui, bien sûr. D'accord. Donc, bon, tu expliques maintenant aussi pourquoi tu as décidé aussi d'aller là-bas. Et justement, cette scolarité, parce que j'allais dire comment tu l'as vécu, mais il y a une autre question qui me vient en tête, c'est qu'apparemment, quand tu arrives la première année, je crois que c'est le président de la fac qui dit vous êtes l'élite de la nation. Ah non, est-ce que c'était Richard Descoings qui avait dit ça ou Richard Descoings peut-être ou quelqu'un d'autre ou un autre intervenant. Mais ça a été dit. Mais ça a été dit, oui. Il y a des témoins. Qu'est-ce que tu ressens quand on te dit ça? En fait, il y a un sentiment particulier, c'est que pour toi, l'élite de la nation, celle qui a toujours été représentée, elle te ressemble pas. Les gens qui sont autour de toi, ils te ressemblent pas. Donc, quelque part, tu te dis qu'ils s'adressent à toi, mais sans s'adresser réellement à toi. Donc, tu te sens concerné sans te sentir concerné. Et parce que moi j'essaie de me projeter et me mettre dans cette situation. Je me dis, mais si je suis témoin de cette scène-là, je me dis, mais est-ce qu'il est sérieux en fait? Tu vois? Ouais, exactement. Du coup, le fait de ne pas se sentir concerné, ça permet d'avoir beaucoup de recul et de garder les pieds sur terre. Et heureusement, parce que au final, je suis pas du tout dans l'élite de la nation. Mais qu'est-ce que l'élite de la nation? Ça. C'est un autre débat. Et qu'est-ce que ça engendre dans le conscient ou l'inconscient de la personne qui entend ça après, tu vois? Ouais, non, c'est sûr que, en tout cas, pour ceux qui y croient et qui ne parviennent pas à atteindre les positions qu'elles espèrent atteindre, ça peut frustrer. Mais bon, le chemin est tellement long et on va dire que c'est une anecdote parmi tant d'autres. Du coup, il y a quand même un moment donné... 2-3 claques qui te font redescendre sur terre et qui te font dire en fait il faut travailler et beaucoup travailler pour atteindre ce que tu souhaites atteindre. Bien sûr. Et j'ai même envie de dire, est-ce que c'est pas aussi parce que je suis en train de me dire, tu vois, je me dis effectivement, moi je me suis conditionné à ça depuis très jeune par rapport à mes expériences et les claques que je me suis mangé, ne serait-ce que pour trouver un stage, tu vois. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai jamais trouvé de stage par moi-même, si ce n'est à la fac. Une anecdote, et j'en parlais juste hier à une amie, elle était choquée. Et moi, j'ai pas de recul encore, j'ai du mal à me rendre compte de ça. Mais si tu veux, j'étais au lycée, et en fait, pendant 2-3 mois, je cherche un stage, je trouve pas. Tout le monde dans ma classe a trouvé un stage, mais pas moi. Et en fait, je suis en cours, et je me souviens, c'était au 4e étage, et c'est la seule prof qui avait un téléphone. Son téléphone sonne, genre un fixe. Et donc c'est une femme d'une société qui est juste à côté du lycée qui dit ouais, on cherche des stagiaires, si vous en avez, on est preneurs et tout. Et elle dit ça tombe bien parce que cet après-midi, ça tombe bien parce que j'en ai un qui cherche et il viendra vous voir tout de suite après les cours. Donc l'après-midi même, c'était un mercredi, donc j'avais pas cours l'après-midi. Donc j'y vais direct et je mange même pas, j'y vais direct. Je rentre et la femme me voit, elle me dit oui bonjour, c'est pourquoi? Je dis c'est pour un stage, vous avez appelé, etc. Je lui tends mon CV. Donc elle me regarde, elle regarde le CV. Elle me regarde, elle bloque, et elle se prend la tête dans les mains et elle dit non mais c'est pas possible, ça va être compliqué, on peut pas prendre des stagiaires à chaque fois, il y a tant de trucs, elle me rend mon CV et genre de la tête elle me fait comprendre que je dois partir, tu vois. Mais pourquoi? Je sais pas, tu vois, je sais pas, peut-être que, enfin, il y a plusieurs raisons possibles, tu vois. Et là je me dis quoi, c'est soit je pète un câble parce que c'est clairement, tu vois, c'est de la moquerie, ou soit je garde mon calme parce que peut-être que d'autres personnes auront plus de chance que moi, mais moi, si je commence à m'énerver, ça va pas le faire. Et en fait, toute ma vie, c'est ça, tu vois. C'est ces espèces de barrières-là qui m'ont constamment freiné ou donné une image parfois même de moi, où je me dis, c'est pas fait pour moi, tu vois. Et arriver comme ça, justement, dans un endroit prestigieux, j'imagine que quand même, ça doit débloquer certains freins et t'ouvrir une nouvelle perspective sur ton avenir. Effectivement, tu te dis que tu vas avoir beaucoup plus d'opportunités que si tu étais allé dans un autre endroit. Ouais. Et je pense que tu ne minimises pas ça.
Mais il y a d'autres, t'es confronté à d'autres difficultés. Le fait, déjà la même difficulté que tous les lycéens rencontrent en passant du secondaire à l'université, à savoir comment s'organiser, comment gérer son temps, sachant qu'on a beaucoup moins d'heures de cours, mais que ça nécessite beaucoup plus de travail personnel et qu'au début, tu as l'impression que le fait de ne pas avoir cours entre 10h et 17h, c'est des heures de permanence. Et non, en fait, c'était pas des heures de permanence, c'était des heures qu'il fallait utiliser à travailler et à préparer les cours qui allaient venir. Et en fait, nous, jusqu'au lycée, je trouve qu'on te prépare à réviser et à travailler les cours que tu as vus. Dans le secondaire et en tout cas à Sciences Po, c'est beaucoup plus... en fait, non, il faut que toi-même, tu te prépares à travailler un cours que tu vas voir pour arriver avec déjà les clés, etc. Et donc, comprendre ça met du temps. Donc, en gros, tu dois anticiper vraiment. Ouais, bien sûr, ouais, c'est vraiment ça, c'est anticiper. Et en fait, la leçon que va te donner le professeur, il faut limite que tu l'aies déjà vu, que tu saches de quoi on va te parler et que tu puisses ensuite juste étayer et poser des questions, etc. Donc, c'est un total autre type d'enseignement. Et le temps de comprendre ça, t'es mélangé avec d'autres élèves qui ont des niveaux parfois bien plus supérieurs à toi parce qu'ils ont eu une qualité d'enseignement bien plus supérieure à la tienne. C'est difficile. Donc, t'es en quelque sorte en train d'essayer de ne pas te noyer dans ce nouvel océan dans lequel on t'a jeté. Et t'as pas non plus trop le temps de penser à ton avenir, etc. parce que tu vis au day-to-day. Donc, déjà, tu n'as même pas forcément compris que tu dois anticiper tes cours. Alors, anticiper demain, travailler le bon réseau qui te permettra, une fois diplômé, d'atteindre tel poste stratégique, etc. Tu peux pas penser à tout sans qu'on te montre et sans que des personnes qui sont passées par là te donnent la main et t'aident à traverser... Bien sûr, surtout que comme tu l'as dit, c'est un état d'esprit. Il faut le savoir, il faut le comprendre, il faut l'intégrer aussi, parce que c'est un réseau, ça se travaille, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou autre, dans le business, ça se travaille, ça s'entretient aussi. Tu vois, il y a plein de clés, d'outils qui permettent de bien faire ce travail-là. Et effectivement, quand tu arrives à la fac et que c'est une des facs les plus prestigieuses de France et on te le dit pas forcément, j'imagine un petit peu la charge de travail que tu as dû avoir. Même si on te le dit, tu sais pas comment faire et ton esprit il est tellement accaparé par le fait déjà juste de ne pas te noyer scolairement que t'as pas vraiment le temps de te dire il faut stratégiquement que je parle à telle personne parce que je vais pouvoir acquérir ce réseau-là, etc., etc. Et puis, je pense que la beauté aussi notamment de nos jeunes années et de notre naïveté, c'est la spontanéité. On est très spontané, donc on se force pas. On va pas parler aux gens par intérêt. On leur parle parce qu'on a envie de leur parler. Et du coup, ça fait quand même un tri naturel. Et c'est vrai que, on n'optimise pas forcément tout, mais le fait de ne pas avoir été très, très briefé sur cette importance, notamment du réseau, ça, je trouve quand même rétrospectivement que c'est un peu dommage. Mais ça n'empêche rien. Tu peux quand même faire de grandes choses après, avec ou sans. C'est juste que ça aurait facilité certains faits. Ouais. T'as parlé de spontanéité et il y a quelque chose qui t'a aidé à bien avancer professionnellement parlant par rapport à cette spontanéité-là. Si je te parle de Châtelet. Oui, totalement. Exactement. C'est la spontanéité mélangée à un petit peu d'audace. Donc, si tu me parles de Châtelet, tu vas me parler de mon expérience avec le Watibé, ma rencontre avec Dawala. Et donc, elle s'est faite, j'étais en 2e année à Sciences Po. Et finalement, j'avais redoublé ma première année. Je m'étais noyée. Et du coup, la seconde année, j'avais travaillé à fond
ma seconde première année, j'ai vraiment beaucoup travaillé d'arrache-pied pour tout simplement valider mon année et pouvoir continuer mon cursus au sein de l'école. Et du coup, ma deuxième année, c'est une année où j'aurais dû être à l'étranger, initialement. Donc, étant donné que la troisième année à Sciences Po Paris se fait hors les murs, et par hors les murs, ils entendent à l'étranger. Donc du coup, quand mes camarades étaient à l'étranger, moi j'étais en deuxième année. Et du coup, j'ai suivi un cours d'initiation à l'entrepreneuriat qui était donné par Jacques-Henri Hérault. C'est l'actuel président de l'OM. Et chaque semaine, il invitait un entrepreneur. Et pour valider ce cours, il fallait tout simplement faire soit le portrait d'un entrepreneur, soit monter un business plan d'un projet entrepreneurial potentiel. Donc, j'avais pas de projet entrepreneurial. Et en termes d'entrepreneurs, je connaissais pas forcément non plus d'entrepreneurs. J'allais beaucoup à Beaubourg, donc qui est à Châtelet. Et il y a une sortie de métro, à l'époque c'était la sortie 8, qui permettait d'accéder à Beaubourg de manière plus rapide et qui faisait passer devant la boutique Watibé. Et c'est vraiment par hasard, parce que le groupe Section d'Assaut sortait un album. Il y avait beaucoup de monde qui était amassé devant le magasin. Et du coup, j'étais avec un ami et on était hyper intrigués. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, on a compris que du coup, il y avait un magasin qui s'appelait Watibé. Et mon ami, il voulait pas faire la queue, il voulait pas... il était en mode, non, moi, j'ai pas le temps, je rentre chez moi. Donc, on est rentré. Mais ça m'avait tellement intriguée qu'il y ait une boutique, qu'il y ait musique, vêtements. Enfin, pour moi, on est en 2010, 2011, tu vois pas automatiquement tout de suite le lien. C'est pas comme aujourd'hui, c'était beaucoup moins démocratisé. À l'époque, tout ce business qui mêle textile, artistes, etc. Et merchandising. Et donc, du coup, je m'étais dit que j'y repasserais. Donc, j'y suis repassée 2 jours après. Et j'ai rencontré un des vendeurs. Et donc, le vendeur qui a été par la suite donc, le manager du groupe de Shinsekai, qui était très sympa, qui s'appelle PDG. Donc ce vendeur m'a dit, il m'a raconté un petit peu que lui gérait à ce moment-là la communication aussi pour Section d'Assaut et tout. Donc j'étais hyper intéressée. Et il y avait Dawala qui était à côté. Et je me suis dit que c'était en quelque sorte l'opportunité de ma vie de voir un grand entrepreneur dans cette boutique. Et il y a des moments comme ça dans la vie où tu te dis que si t'es là, c'est pas par hasard et qu'il faut que quelque chose, entre guillemets, ressorte de cette rencontre. Et comme je devais faire le portrait d'un entrepreneur, je me suis dit, tiens, je vais lui proposer d'être le sujet de mon devoir. Et du coup, je lui ai demandé. Et ça m'a vraiment étonnée, mais il a tout de suite accepté. Et lui aussi, il a été spontané. Il a été hyper spontané, ouais. Franchement, très très sympa. C'est quelqu'un qui a une grande humilité. Et il m'a tout de suite dit, ok, Section d'Assaut a une interview chez Génération, boulevard Ménilmontant. À l'époque, c'était là-bas. Donc, viens là et on te fera entrer. Et tu commenceras du coup à observer un petit peu mon travail auprès d'eux. Et ensuite, tu pourras interviewer toutes les personnes qui sont autour de moi pour faire ton devoir. Et c'est ce que j'ai fait. Pendant 2-3 mois, du coup, je les ai suivis et c'était une véritable bouffée d'oxygène parce que j'avais un modèle de réussite qui était parti de rien, qui montrait qu'avec la résilience, le travail, en fait, il n'y avait aucune limite. Et l'ingéniosité, ils avaient des idées, il avait beaucoup d'idées qui, en termes de marketing, étaient très poussées et cartonnaient. Tout ce qu'il faisait cartonnait, etc. Du coup, j'étais très, très admirative de ça. Et je me disais, des gens qui me ressemblent en termes de valeurs, d'univers, sont au sommet. Et donc, ça m'a donné une force incroyable. Et je trouvais qu'avec tous les freins qu'eux avaient et qu'ils avaient pu avoir, le fait qu'ils aient pu, quelque part, défoncer toutes les portes et arriver au sommet des charts et au sommet... entre guillemets dans l'industrie de la musique avec en se posant entre guillemets à la table des présidents des majors
tels que Universal, Sony Music, Warner, etc. Je me disais, c'est tellement incroyable que j'ai envie de faire part de cette aventure et de manière plus poussée. Et du coup, quand j'ai rendu mon devoir au bout des 2-3 mois d'observation, Dawala m'a dit, peut-être qu'un jour on travaillerait ensemble. Et donc là, c'est la deuxième fois, entre guillemets, que j'ai un peu provoqué la chance, dans le sens où je lui ai dit, écoute, si tu veux, prends-moi en stage. Ça allait être l'été et je devais partir aux États-Unis au mois d'octobre pour ma fameuse 3e année que j'avais tant attendue. Et au final, je voulais même plus partir. Et donc, du coup, j'ai dit, écoute, prends-moi en stage comme ça, moi, je peux vous apporter au niveau de la communication, notamment, parce qu'il y avait un vrai besoin de créer un site, créer les réseaux sociaux, gérer les réseaux sociaux. Et donc ça, j'étais sûre de bien maîtriser. Et du coup, c'est comme ça un petit peu que j'ai commencé avec le label. Et puis j'assistais le manager de la section à l'époque. Et voilà, dans tout ce qu'il faisait, on organisait des clips. Il fallait après les sortir. Enfin, rien que le petit truc technique de sortir le clip, il faut quelqu'un pour le faire. Le mettre en ligne sur YouTube. Exactement, okay. Le mettre en ligne sur YouTube, etc. Donc bon, c'était des petits trucs techniques, mais c'était génial, c'était une vraie bouffée d'oxygène à côté des cours et j'étais ravie de faire tout ça et de participer et de voir de l'intérieur comment se construisait cet empire. C'est incroyable parce que déjà le fait de dire de pouvoir s'identifier à des personnes qui entre guillemets nous ressemblent un peu plus parce que ils ont vécu dans un quartier comme nous et de les voir justement que il y a il y a il y a ces peurs-là, ces freins qui existent pour n'importe quelle personne, mais que ça n'empêche pas d'aller loin. Tu parlais de Dawala, et moi j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois, et j'ai entendu son parcours, et il y a une chose qui m'avait marqué en termes de créativité, c'est que quand il avait sorti sa mixtape PSG, Pur Son Ghetto et tout, qui avait cartonné et tout, tu vois, bien sûr. Et c'est que des trucs comme ça, et comme quoi avec les moyens du bord, il y a moyen de faire quelque chose d'extraordinaire. Et le fait de baigner dans cet environnement-là, ça t'a amené où, toi, en tant que personne ? Ça m'a amené... Déjà, j'ai beaucoup appris et je continue de beaucoup apprendre aux côtés d'une personne comme Dawala. Parce que la première chose déjà qui m'a apprise... c'est une phrase qu'il aimait beaucoup dire. Il l'a dit un peu moins ces derniers temps, mais je pense qu'il la pense toujours. Ne néglige personne quand tu montes en escalier, parce que quand tu vas redescendre ce même escalier, tu vas croiser les mêmes personnes. Et le fait qu'ils ne me connaissent pas, que je ne connaisse rien à la musique, quand je le rencontre, que je ne suis ni la cousine d'un rappeur, ni la sœur. C'est un milieu qui est quand même un peu fermé, où les gens travaillent beaucoup en famille. Le fait que je n'ai, entre guillemets, vraiment personne dans mon spectre qui puisse, dire oui, c'est bon, elle est validée, ou s'il te plaît, rends-moi service, elle a un devoir à faire, etc. Le fait juste qu'il me fasse confiance et qu'il m'offre l'opportunité de voir de l'intérieur une entreprise qui était déjà au sommet. Ça m'a déjà personnellement hyper touchée et ça m'a montré qu'en fait, c'est quelqu'un qui, même s'il est déjà tout en haut, il va accorder autant d'attention à quelqu'un qui, au premier abord, ne va rien lui apporter qu'au président de Sony. C'est vraiment quelqu'un qui, je l'ai déjà vu discuter avec des ados et même si à côté, tu as un artiste de grande renommée qui attend pour parler avec lui, c'est pas pour autant qu'il va s'empresser de couper sa discussion et il va vite s'empresser de parler au grand artiste. Pas du tout. Il y a ça, et ça c'est le premier point. Et le second point, c'est par exemple, on a la fâcheuse tendance de tout le temps rester greffé à notre téléphone. Et en fait, lui, quand tu es en réunion avec lui, en fait, son téléphone, il n'y touche pas. Et je me dis, ça, j'arrive pas toujours à le faire, mais j'essaye d'apprendre de lui de ça, par rapport à ça. Et c'est vrai que, en fait, c'est le PDG d'une très, très grosse entreprise. Il est hyper sollicité, mais il a le respect, quand tu es en réunion avec lui, de te donner son attention à 100%.
Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on néglige et qu'on n'arrive plus trop à faire. Du coup, on veut tellement tout faire en même temps qu'on va discuter, mais en même temps, je vais répondre à 1 milliard de messages. Du coup, il y a une partie de mon esprit qui est accaparée par ce qui se passe dans le téléphone. Et tu vis pas le moment à 100%. Donc voilà, déjà, j'ai appris ça. Et ensuite, c'est incroyable le nombre de choses que j'ai pu vivre et apprendre et voir. Ça m'a permis de mûrir, mais à la vitesse grand V. Tu vois les rapports humains, tu vois les difficultés derrière le succès. Et tu vois le succès avec, entre guillemets, sa part de lumière et d'ombre. Du coup, c'est incroyable de pouvoir voir tout ça. Puis, alors, j'ai 2 choses à dire. Déjà, la première, c'est intéressant à quel point ça peut être à la fois paradoxal, mais quand même faisable. Parce que tout à l'heure, tu disais que justement, à la fac, à Sciences Po, il fallait avoir ce côté un peu stratégique où il fallait parler avec telle personne et tout. Et puis, à l'opposé, dans le cas pratique ou dans le milieu pro, tu as rencontré des gens qui prenaient le temps de discuter avec n'importe qui sans vraiment calculer tu vois. Et je trouve ça incroyable parce que l'un comme l'autre, finalement, quelque part, est-ce que c'est pas aussi la bonne intention qui prime le plus et la volonté de bien faire et de respecter qui fait que ça va plus t'aider à atteindre un niveau, on va dire, un certain niveau que ce soit professionnel ou même personnel, tu vois. Moi, je suis persuadée que, entre guillemets, la bonne intention, le bien prime et te reviendra par quelque forme que ce soit. Ça va parfois pas être à ton échelle à toi, mais ça va être auprès de tes enfants. Et n'importe quelle action a un effet pour moi papillon et a un ricochet, dans un sens comme dans un autre. Et du coup, je pense que sans être trop naïf, il faut un peu des deux. Mais oui, la beauté de ce que je viens de te raconter, c'est que quelque part, malgré tout, et heureusement, dans la vie, on a des opportunités qui se présentent à nous et la bienveillance et l'audace et la volonté de faire, elle te permet quand même d'avancer et peut-être d'atteindre des points que tu n'aurais jamais pensé pouvoir atteindre. C'est très vrai. Je suis totalement d'accord. Et il y avait une deuxième chose que je voulais dire, mais je sais plus. Mais en parallèle, tu m'as rappelé une citation que je kiffais vraiment. Je me souviens, je l'avais même mis sur mon Facebook à l'ancienne et même dans un exposé quand j'étais à la fac. Carrément, ok, elle a servi. Elle a super bien servi. Et en fait, ça rejoint très bien ce que tu dis et je vais te la retrouver tout de suite. Alors, c'est d'après la théorie du chaos selon Henri Poincaré, un battement d'ailes de papillon au Texas peut provoquer un cyclone dans le Pacifique. Maintenant, imaginez le même principe en termes de rumeurs et vous comprendrez que ce que vous pouvez raconter et colporter peut avoir des conséquences désastreuses. Complètement. Tu vois, c'est incroyable. Et ça, aussi bien sur les ragots que sur le travail, l'intention et tout, ça rejoint très clairement ce que tu as dit et je valide. Ah bah top, si je suis validée par toi, c'est top. Ça c'est gentil. Non, ça a un vrai impact. En tout cas, je suis vraiment persuadée de ça, c'est que toutes nos actions ont un poids et une importance et un impact et des conséquences qui peuvent être très très importantes. Ouais, soit bénéfiques, soit désastreuses. C'est ça. Aujourd'hui, tu es... Alors, il faut que je sorte une liste parce que tu es directrice associée chez Smile. Oui. Tu es chef de projet chez Watibé. Non, maintenant, pardon, tu es en relations institutionnelles. Ouais, en fait, ça, c'est tous les statuts... C'est tous les statuts LinkedIn. Ouais, il faut donner des statuts, c'est comme ça. C'est embêtant. Hein. Ouais, c'est embêtant parce que ça nous met dans des cases là où, en réalité, on fait tellement de choses que on n'est pas dans ces cases. Mais oui, on va dire responsable relations institutionnelles, si on veut. Ouais. Okay.
Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire quoi? C'est une bonne question. En fait, au day-to-day, en réalité, je suis en étroite collaboration avec Dawala et avec les équipes du Watibé, parce que le Watibé, c'est la musique, mais c'est aussi le cinéma, le sport, le textile, l'associatif et maintenant bientôt une chaîne de télé. Et du coup, pour mener tous ces projets, entre guillemets, il faut quelqu'un qui puisse coordonner et chapeauter tout ça. Et c'est mon rôle. Ok, ça fait du taf, hein. Ça fait du travail, mais c'est passionnant, donc c'est comme si c'était pas du travail. Eh ben super. Et comment t'es rentré chez Smile? Smile, c'est une agence. Ah bah, je vais te laisser l'expliquer, je pense que tu l'expliqueras mieux que moi. Ok. En fait, donc Smile, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2016, j'ai rencontré Gallo, qui du coup était à l'anniversaire d'un ami à moi, qu'on a en commun. Et il m'expliquait que lui, il avait une marque de vêtements, Biscuit. Et à côté de ça, il faisait du community management pour comment dire, des restaurants de proximité. Ouais. Petite parenthèse, Biscuit, c'est Mamad Faye. Exactement. Petite dédicace, petit big up et force parce je sais qu'avec le confinement, enfin le truc il a refermé. Mille forces à vous les gars. Et donc du coup, donc Gallo il faisait du community management pour des restaurants de proximité, etc., des commerces de proximité. Et moi, je manageais un influenceur. Et en fait, qui s'appelle Tony Life. Et donc du coup, ce qu'on s'est dit, c'est ça serait top qu'on puisse monter quelque chose ensemble, une société. Et on a monté Smile ensemble. Et du coup, ça devait mêler de base uniquement le community management, mais je sentais qu'il y avait quelque chose à faire dans l'influence, vraiment. Du coup, moi, j'insistais pour qu'on justement qu'on en fasse quelque chose. Et Gallo, c'est quelqu'un qui a une très très grande capacité d'analyse et il est très pertinent. Et du coup, il va vraiment réussir à voir les forces, entre guillemets. Il va discuter avec toi, il va dire ah bah toi tes forces c'est ça et ça et ça. Il a un bon esprit synthétique et donc du coup en discutant et voilà en lui expliquant que moi je sentais qu'il y avait quelque chose à faire avec l'influence. Il a réfléchi, on s'est dit montons entre guillemets notre label d'influenceurs. Et du coup comme je connaissais Eladj et d'autres talents parce que j'en manageais déjà un qui était quand même assez connu pour l'époque. Parce qu'il faisait partie des pionniers. On a réussi comme ça à drainer plusieurs gros influenceurs qui, au début, en commençant avec nous, n'étaient pas finalement si gros, mais qui ont explosé très très rapidement après qu'on se soit mis à gérer leur carrière. Et voilà, de 1, 2, 3, 4 talents, on a fini à aujourd'hui plus d'une dizaine et une vraie grosse équipe qui gère au day-to-day ces talents. Pour certains qui ont plus d'1 million de follow sur Insta, sur 3 millions. 3 millions même. Pour Riyad, oui. Riyad, oui. C'est incroyable. C'est magnifique en tout cas. Génial. Et moi, ce qui m'impressionne dans cette entreprise-là, c'est que c'est clairement quelque chose d'innovant, tu vois. Ouais, c'est vraiment top. Je pense qu'on a été au bon moment, sur le bon créneau, et qu'on a bien flairé la tendance qui émergeait, et on a réussi avec vraiment la bonne volonté et à chaque fois en plus la bonne intention de se dire on va créer une famille parce que en avançant à plusieurs, on avance plus loin qu'en avançant seul. Et ça a été notre leitmotiv. C'est ce qui nous a permis d'en arriver là aujourd'hui. Bravo. Merci. C'est mortel. Merci. Tu as aussi co-créé Incredible... Alors, je suis nul en anglais, mais je veux dire... Il est dur à dire ce mot, c'est vrai. Incredible Girls. Qu'est-ce que c'est? C'est récent, ça a à peu près 1 an. Oui, ça a 1 an. C'est une association que j'ai créée avec un groupe de jeunes femmes qui a pour but d'aider et d'accompagner des femmes issues de banlieues ou de territoires isolés qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat ou changer de carrière. En fait, c'est quelque chose que
que je fais déjà avec des amis. Voilà, dès qu'on a quelqu'un qui nous dit qu'elle souhaiterait être mise en relation avec telle ou telle personne, ou dès qu'on voit une opportunité de poste, on est vraiment beaucoup dans l'entraide et on essaie, entre guillemets, de créer un réseau et d'en faire profiter un maximum de personnes possible. Donc, c'était une façon, entre guillemets, d'institutionnaliser ça dans un cadre, donc le cadre d'une association, et de faire des petites conférences sur des thématiques qui nous parlent. Et voilà, et tout simplement, pourquoi pas essayer d'inspirer et d'apprendre aussi beaucoup des personnes qu'on rencontre. Je suis très très heureuse, on a pu rencontrer plein de gens, on a pu aider plein de femmes et plein de jeunes filles qui souhaitaient trouver un stage, etc. Je suis hyper heureuse de cette asso. Qu'est-ce qui te pousse à faire autant de choses dans la vie? Déjà, je me rends pas compte que je fais beaucoup de choses. Je m'en rends pas forcément tout le temps compte. Mais ce qui me pousse à faire autant de choses, c'est que j'ai un feu en moi qui brûle d'envie, de motivation. Et j'ai envie de défoncer toutes les portes que je pourrais défoncer. J'ai beaucoup d'espoir. Moi, je pense qu'on porte nos prénoms. Et moi, mon prénom, il signifie espoir. Et du coup, j'ai beaucoup d'espoir et j'ai envie de me dire qu'il n'y a pas de barrière. Et je me dis que tout ce que mon cœur peut rêver, je peux l'obtenir. Après, je sais que pour l'obtenir, il va falloir que je travaille. Donc, c'est pour ça que je touche à autant de choses. C'est que, déjà, j'aime bien. J'aime aider, donc ça passe entre guillemets par l'associatif, mais pas que. Ça peut être vraiment de manière informelle. Si on me demande quelque chose, parfois je vais être prise, donc d'où le fait qu'on ait mis autant de temps à se voir aujourd'hui, mais je vais avoir quand même envie de le faire, etc. Parce que je me nourris de ça. J'aime profondément les gens et je me nourris beaucoup de la relation humaine, rencontrer des gens. J'aime beaucoup rencontrer des gens différents et prendre le temps de les connaître, et c'est ce qui me permet d'avancer, et c'est, entre guillemets, l'essence de mon moteur. Et voilà, j'ai une envie de croquer le monde qui est incroyable, et une détermination à ça qui, je vais pas dire est inébranlable, parce qu'on a tous des moments de mou, mais globalement, je fais en sorte de la garder vive, parce que ça me permet d'avancer et ça me permet de transmettre de l'énergie aussi aux autres, et j'ai envie de réussir de manière collective. Donc moi, si j'ai une amie ou un ami qui réussit, j'ai l'impression que c'est moi qui réussis aussi. Et comme je t'ai dit, je crois beaucoup au cercle vertueux, la loi de l'attraction, etc. C'est vraiment des concepts qui sont fondamentaux pour moi et très structurants dans ma personnalité et dans ma façon d'agir au jour le jour. Ça fait une bonne transition avec la prochaine question. Dans une interview, tu dis qu'à chaque fin de journée, tu te poses la question est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a permis de t'élever? Déjà, d'où elle est venue cette question-là? Et puis, à quoi elle sert pour toi, cette question? Alors, d'où elle est venue? Cheminement spirituel, tout simplement. Cheminement spirituel et intellectuel, dans le sens où c'est important de faire des bilans et de ne pas gaspiller son énergie dans les mauvaises directions. Et ça m'est venu, je pense que c'est le fruit de rencontres, d'échanges avec mes proches, c'est le fruit de ce que je peux voir, et c'est le fruit un petit peu aussi de ma personnalité qui veut, entre guillemets, se concentrer sur le positif plus que sur le négatif, parce que j'estime que ça demande beaucoup plus d'énergie et de travail de se concentrer sur le positif que de se mettre, comme tu le disais tout à l'heure, dans une position victimaire et juste se plaindre et se complaindre de la société et de ce qu'on ne peut pas changer. Il y a des choses qu'on peut changer, donc je me dis que je préfère mettre mon énergie dans cette direction-là. Et je me le dis pas tous les jours, cette question. C'est plus par période, mais ça me permet tout simplement de positiver encore plus et de trouver l'énergie nécessaire pour attaquer la seconde journée. Tu as dit, on a tendance à plus porter notre attention sur
sur le négatif plutôt que le positif. D'un point de vue scientifique, est-ce que tu sais pourquoi? Non. C'est qu'en fait, une pensée négative, elle est 3 fois plus lourde et plus rapide qu'une pensée positive. C'est intéressant. C'est fou, hein? Ah, je savais pas qu'il y avait une explication scientifique Il y a une à ce que je explication. viens de dire. Ah oui, carrément. Ouais, j'ai vu ça Ok. dans un TED Talk, je crois. Ah, c'est intéressant. Ouais. En fait, ce que tu dois faire quand tu as une pensée négative, c'est rééquilibrer. Imagine que tu as une balance et que tu as un gros poids de 3 kilos qui signifie une pensée négative. Ben, tu rééquilibres avec 3 petits poids positifs, donc 3 pensées positives. Super. Bah, franchement, c'est hyper intéressant ce que tu me dis. Et ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Je vais, Et ne pas négliger tu sais, les petites actions, genre tu as vu un enfant sourire, ça aussi c'est un truc, un bien truc sûr, positif ouais. et tout. Donc voilà, pas forcément penser à des gros trucs. Oui, Tu vois. non, évidemment. Et, C'est génial. Et voilà. Ah, bah, Et je suis ça, ravie d'apprendre ça. Bah, avec plaisir. Je voulais avoir ton point de vue en tant que femme. Alors, je sais pas trop comment formuler la question, mais disons que j'imagine parfois que nous, en tant qu'hommes, on peut être maladroit ou parfois même peut-être virulent, que ce soit par exemple dans le milieu du travail ou autre. Et quelque chose te saoule. Et qu'est-ce que tu n'as plus envie de voir justement en termes de, je sais pas, de caractère ou autre chez un homme? Au travail? Au travail ou parce qu'en plus toi tu travailles dans le milieu du rap et tout, et je suppose qu'il y a plein de gens qui pensent qu'une femme qui travaille dans le milieu du rap, ça doit être compliqué par rapport à des stéréotypes ou tu vois. Donc, qu'est-ce qui m'énerve chez l'homme? Ah, c'est une bonne question. J'y ai pas vraiment. Bah, ce qui m'énerve, entre guillemets, c'est. Oui, ça va être ceux qui vont penser que parce que t'es une femme, entre guillemets, ta parole est moins crédible que celle d'un homme ou qu'elle est moins légitime. Et ça m'énerve. Ça t'est déjà arrivé ça au travail? Oui, ça m'est déjà arrivé. C'est dommage, hein. Je sais pas pourquoi, entre guillemets, on base ta légitimité sur ton sexe, entre guillemets. Mais bon, heureusement que, encore une fois, c'est plus anecdotique que principal. La preuve, la personne qui m'a fait confiance, c'est quand même un homme, et c'est lui qui, entre guillemets, m'a imposé auprès de tout son propre réseau à lui. Ouais. Donc voilà, heureusement, c'est pas tous les hommes qui pensent comme ça, mais ouais, tous ceux qui ont une pensée machiste, arriérée, ça m'énerve. Enfin, pour moi, je trouve que c'est stupide, quoi. Enfin, mais en même temps, en fait, je suis très empathique, donc j'essaye à chaque fois de comprendre, et c'est vrai que du coup, j'ai un peu tendance à pas excuser, mais tu sais, quand t'es empathique, voire surempathique, limite, tu te mets à la place de la personne. Et donc, j'arrive à percevoir pourquoi il pense ainsi. Je trouve ça dommage. Mais on va dire que je leur jette pas totalement la pierre, parce que c'est aussi la construction personnelle de la personne qui fait que, voilà, en fait, ils ont parfois des œillères dont ils ne s'en rendent même pas compte, parce que parfois c'est inconscient. Bien sûr. C'est inconscient, Clairement. donc tu peux pas jeter la pierre comme ça. Et c'est pour ça aussi que je te pose la question, c'est que je me dis peut-être que, enfin, c'est très certainement arrivé, c'est que peut-être que moi j'ai dû être maladroit ou dire des choses ou faire des choses sans m'en rendre Et compte. on l'est tous. Et on l'est tous à notre échelle, hein. Et moi aussi, j'ai été maladroite, j'ai mal analysé parfois, je pense, des situations, et peut-être que je me suis pas positionnée de la bonne façon aussi. Il y a une façon de présenter les choses, il y a une façon de prendre les choses. Et quand tu mélanges le fait d'être jeune, d'être dans un univers où du coup tu es une femme versus beaucoup d'hommes, etc., il faut... Bah, tu veux pas faire n'importe quoi, Ouais. donc parfois tu vas te positionner beaucoup sur la défensive, et le fait d'être dans une posture défensive, t'attends le coup, donc du coup t'es crispé et tu réponds au moindre fait, alors que si t'étais juste détendu, en quelque sorte, tu prendrais l'information de manière beaucoup moins violente que lorsque tu t'attends à recevoir de la violence. Bien sûr, clairement. Ça, c'est un gros travail aussi. Ouais, mais la vie, c'est un travail, et c'est comme ça, et il faut, et on ne naît pas sachant. Donc chaque journée et chaque expérience vécue dans cette journée nous permettent de mieux appréhender la seconde. Et tant qu'on a la santé, l'envie, il y a tout. En fait, ce qui m'impressionne dans ton parcours, c'est qu'à aucun moment
on ressent les galères à ce sujet, surtout que tu vois, t'as évolué dans un domaine où il y a majoritairement que des hommes. En plus, déjà, que ne serait-ce que dans le rap, on a souvent. On met pas suffisamment de distance entre le côté artistique du rappeur qui va être misogyne, qui va sortir des punchlines, il y a des femmes et tout, et du coup on va l'associer directement à une personne misogyne, comme Damso, Booba, etc. Bon, après je les connais pas personnellement, mais ce que je veux dire c'est que quand on voit que tu es une femme qui travaille dans le milieu du rap, et que quand je t'écoute moi, je me dis mais en fait finalement ça va. Bah oui, et ça va, hein, et ça va vraiment. Après, il y a beaucoup de, par mes connaissances, il y a beaucoup de fantasmes aussi sur le milieu, mais il y a beaucoup plus de femmes qu'on pourrait le penser. Il y en a énormément, il y en a beaucoup, beaucoup aujourd'hui. On n'est plus comme dans les années 80, où effectivement, tu pouvais trouver une femme en quelque sorte dans ces univers-là, et c'était compliqué pour elle, etc. Non, non, pas du tout. Aujourd'hui, le rap, c'est la nouvelle pop. Donc, en quelque part, c'est un gros, gros marché. Et comme tous les gros marchés, t'as plein de personnes qui s'y intéressent. Et les portes sont beaucoup plus ouvertes qu'auparavant. Du coup, je pense qu'il ne faut pas trop cristalliser le rap aux relations, entre guillemets, homme-femme. On est vraiment, entre guillemets, dans une génération qui bouge et qui bouge peu importe le genre. Et ce qui prime, je pense, c'est les compétences plus que le genre, tout Tu me simplement. parles pas d'âge. Tu me parles pas d'âge, exactement. 2021, ça y est, c'est fini. Ah non, on se parle plus d'âge, on se parle de compétences. Et c'est peut-être mieux. Super. Écoute, j'ai 2 dernières questions à te poser, après je te laisse tranquille. Avec plaisir, t'inquiète. Je vais te montrer une vidéo. Ok. Alors, c'est les championnats d'Europe d'athlétisme. C'est le relais 4x400 mètres féminin. D'accord? C'est la première? Ouais. Mais non. Ah bah, c'est un peu... Waouh. Tu l'avais jamais vu? Non, je l'avais jamais vu. T'en as pas entendu parler de cette phase-là? C'était en 2014. Non, franchement, je l'ai pas vu passer. Et Waouh. elle t'inspire Bravo. quoi cette vidéo? Spontanément, elle me donne le sourire et vraiment, je suis trop contente. Bon, déjà, je suis un peu chauvine, donc je suis hyper contente que du coup la France ait gagné. Non, j'avais pas suivi ça et il y a trop de messages. Pour le coup, les commentateurs illustrent bien le message qu'il faut passer, quoi. Quand tout te donne perdant. En fait, il n'y a que toi qui as l'issue entre tes mains et personne, et même elle a l'air d'être choquée. Je pense qu'elle s'attendait même pas à être la première. Ouais, elle savait pas qu'elle était première. Donc du coup, voilà, franchement, super message. Encore une fois, beaucoup d'espoir, d'envie, d'énergie. Elle me donne de l'énergie, cette vidéo. Non, c'est top. Et c'est ça, en fait, c'est qu'il n'y a pas de déterminisme. On croit que c'est mort, mais en fait, à la dernière seconde, et en fait, non. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Exactement. Tant qu'il y a de la vie, de l'énergie, de l'envie, il y a de l'espoir. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment beaucoup œuvrer à s'entourer de positifs, à vraiment laisser de côté tout ce qui pourrait être toxique, tout ce qui pourrait te ramener, te tirer vers le bas, toutes les énergies négatives, etc. Franchement, il faut mettre ça de côté. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps et on ne devrait pas avoir le temps pour toutes ces énergies négatives qui te tirent vers le bas, qui t'accaparent l'esprit dans la mauvaise direction. En fait, il y a tellement de choses à accomplir, on a tellement de choses à faire, mais on va passer du temps à s'embrouiller les uns avec les autres sur des sujets mais qui n'ont aucune espèce d'importance. Parfois, ça va être juste pour un ressenti, ça va être pour des choses qui peuvent être puériles, etc. Et en fait, non. Travaillons sur soi, mais essayons, entre guillemets, de se tirer vers le haut. En fait, si ma présence ne t'apporte pas, ça veut pas forcément dire de manière matérielle, hein, mais si, entre guillemets, je t'apporte rien qui puisse t'aider à t'élever, en fait, je préfère, moi, m'écarter de toi. Et vraiment, vraiment, concentrons-nous sur le positif et soyons un peu égoïstes quelque part. Soyons un peu égoïstes, et c'est pas mal de dire ça. Il faut... On va parler d'amour-propre, alors. Voilà, exactement. Ayons de l'amour-propre. Essayons d'apprendre et d'avoir confiance en soi, et d'apprendre
qu'on a une valeur et que cette valeur, on ne doit pas la laisser être gâchée par les futilités du quotidien ou par des cercles trop toxiques qui t'empêchent d'avancer. Et aujourd'hui, c'est important que chacun trouve la paix et puisse avancer à son rythme, parce qu'on n'est pas en concurrence les uns avec les autres, la preuve. On n'est pas en concurrence les uns avec les autres. On peut atteindre son objectif et se dire que l'objectif qu'on a atteint, il nous apporte de l'épanouissement, même si cet objectif, il est différent de celui de la personne d'à côté. Et du coup, tu peux quand même te réjouir pour la personne d'à côté et ses propres objectifs qu'elle aura réussi à atteindre. On est tous singuliers, on a tous des talents, on a tous une lumière. Il faut juste se concentrer dessus, plutôt que d'envier la lumière des autres ou plutôt que de vouloir briller à la place des autres. Et quand je dis briller, c'est pas forcément être une star avec 1 milliard d'abonnés. Tu brilles déjà au sein de ton cercle familial, tu brilles dans ton cercle amical, etc. Et briller, c'est pas par arrogance ou par prétention, etc. Pas du tout. C'est juste être tout simplement une source de positivité. Ouais. Et dans tout ce que tu as dit, moi, quand je regarde la vidéo, ça me fait penser aussi à ton parcours, mine de rien. Parce que tu pars d'un peu plus loin quand tu arrives à Sciences Po, tu retapes, bon, peut-être que dans ton entourage, personne ne t'a dit que ça allait être compliqué ou quoi que ce soit, mais on voit bien que tu pars avec un train de retard, voire 2, tu vois, et que tu as parlé de résilience, de rien lâcher coûte que coûte et d'aller de l'avant, et c'est ce que tu fais. Et en fait, c'est ce qu'elle a fait elle aussi, elle a très bien fait, et tu vois, t'as pas besoin d'attendre que les gens croient en toi à partir du moment où toi t'as suffisamment de souffle pour avancer, tu vois. Peut-être que t'as mis plus de temps à trouver ton second souffle, mais quand tu regardes aujourd'hui, sans rentrer dans la comparaison, là où tu es aujourd'hui, t'es pleinement aligné avec ce que tu es et ce que tu fais, tu vois. Et ça se ressent, ça se voit. Ouais, complètement. Je pense que j'ai réussi aujourd'hui à être en paix avec moi-même. Et ça, c'est magnifique, parce que c'est le plus gros objectif qu'on souhaite atteindre en tant qu'être humain. En tout cas, j'ose espérer. Et cette paix, elle me permet de trouver la force pour avancer et elle me permet de trouver la force de rêver et du coup de continuer de faire et de me motiver et d'avancer encore une fois. Après, j'ai eu de la chance d'avoir, entre guillemets, beaucoup de cercles bienveillants, à commencer par mon cercle familial. Et c'est tout ça qui m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Du coup, je suis vraiment très reconnaissante pour ça. Je pense qu'on réussit pas seul, on réussit avec et grâce aux autres. Et comment dire, la réussite, c'est un long chemin. Ouais, et c'est un mot qui a des définitions tellement différentes pour les uns et pour les autres. Et c'est un mot qui est quelque part tellement singulier et personnel qu'il faut juste s'accrocher et essayer d'avancer de manière positive. C'est sûr que dans la vie, de manière générale, on va être éprouvé. Il va falloir traverser des obstacles et il n'y a que la résilience qui te permettra de traverser tout ça et d'avancer vers d'autres contrées. Yes. Dernière question. Tu connais Negmaron ? Oui. Ouais. Si tu devais faire le bilan de ton parcours, calmement, bien sûr. Ouais, calmement, parce que vraiment, j'en suis, je pense, au tout début, j'ose espérer. Si je devais faire le bilan des 10 dernières années, ou des 30 dernières, du coup, parce que j'ai 30 ans, je dirais que je suis heureuse déjà de pouvoir être assise devant toi et de discuter avec toi en sachant que je suis en bonne santé. Déjà, c'est le plus important. Non, je suis hyper satisfaite. Franchement, grâce à Dieu, je suis hyper reconnaissante. J'espère que les 30 prochaines années seront aussi belles que les 30 que je viens de passer. Et plus encore, je te le souhaite en tout cas. Merci. En tout cas, Raja, merci beaucoup pour ce moment. Merci à toi. C'était vraiment un kiff.
Alors, je vais juste ajouter une petite parenthèse. Je tenais encore une fois à te remercier de m'avoir invité. Avec plaisir. J'ai trouvé le format de ce podcast hyper intéressant. C'est la première fois que je fais un podcast. Du coup, je suis ravie de le faire pour ton émission, ton concept. Et je tenais tout simplement à t'encourager. Et je te souhaite également de faire tout ce que ton cœur souhaite atteindre. Et voilà. Merci beaucoup, ça me touche. Et j'ai envie de te dire ainsi qu'à toi-même. Merci. Allez. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère vraiment qu'il t'a plu parce que moi j'ai kiffé. Voilà ce que je retiens. En 1, porte ton attention sur les points qui te font avancer. Tout ce sur quoi tu portes ton attention grandit. En 2, ils ne savaient pas que c'était impossible. Alors ils l'ont fait. En 3, crois en toi et les autres finiront par croire en toi. Et en 4, on réussit pas seul, on réussit avec et grâce aux autres.